Personne ne s'y attendait. Usain Bolt empêche un coup d'État contre Ibrahim Traoré in extremis. Le soleil de l'après-midi baignait Ouagadougou d'une lumière dorée, typique de la saison sèche. L'hôtel international Azalaï, au cœur de la capitale burkinabé, bourdonnait d'activité. Un forum panafricain sur la jeunesse et la souveraineté y était organisé, rassemblant des dirigeants politiques, des intellectuels et des personnalités influentes du continent. Ibrahim Traoré, le jeune président du Burkina Faso, arriva sous les acclamations d'une foule d'admirateurs. À 36 ans, ce capitaine devenu chef d'État après un coup d'État en 2022 incarnait pour beaucoup l'espoir d'un renouveau africain. Vêtu de son uniforme militaire kaki, béret rouge vissé sur la tête, il saluait la foule avec un sourire discret mais chaleureux. « Le président arrive plus tôt que prévu », murmura Issouf Saadogo, l'organisateur principal de l'événement, à son assistante. « Prévenez l'équipe de sécurité et assurez-vous que tout est en place pour son discours. » Les participants affluaient dans l'auditorium principal, impatients d'entendre les interventions prévues. L'atmosphère était électrique, mêlant enthousiasme et espoir suscités par ces discussions sur l'avenir du continent. « Mesdames et messieurs », annonça la voix puissante du maître de cérémonie dans les haut-parleurs, « nous avons l'honneur d'accueillir un invité spécial, un exemple de détermination et d'excellence pour la jeunesse africaine et mondiale. Veuillez applaudir Usain Bolt. » Une ovation retentit dans la salle lorsque le légendaire sprinter jamaïcain fit son entrée, grand et élancé, vêtu d'un élégant costume noir sur une chemise jaune rappelant les couleurs de son pays. Bolt avançait avec une démarche mêlant confiance et décontraction. Il salua la foule avec son célèbre geste de la foudre, provoquant une nouvelle vague d'applaudissements. Dans les coulisses, les équipes s'affairaient pour finaliser les préparatifs. Le président Traoré attendait son tour de parole, entouré de son service de sécurité et de quelques conseillers proches. Moussa Diabaté, son conseiller principal depuis sa prise de pouvoir, restait constamment à ses côtés, téléphone en main. « Monsieur le Président, c'est un honneur de vous rencontrer », dit Bolt lorsqu'il fut conduit vers Traoré. Les deux hommes se serrèrent la main avec respect. « L'honneur est partagé, monsieur Bolt », répondit Traoré. « Votre présence donne une dimension internationale à notre forum. Vous êtes une inspiration pour des millions de jeunes Africains. » Leur conversation se poursuivit quelques minutes, évoquant l'importance du sport dans le développement de la jeunesse et son rôle dans la construction nationale. Bolt semblait sincèrement intéressé par la vision du jeune président pour son pays, posant des questions pertinentes sur les défis du Burkina Faso. Pendant cet échange, Bolt remarqua que Diabaté gardait constamment un œil sur son téléphone. Son visage trahissait une tension, malgré ses efforts pour paraître impassible. À plusieurs reprises, il s'éloigna légèrement pour répondre à des messages, jetant des regards furtifs autour de lui. Un agent de sécurité au visage fermé s'approcha de Diabaté et lui murmura quelque chose à l'oreille. Le conseiller hocha brièvement la tête puis reprit sa place aux côtés du président comme si de rien n'était. Mais Bolt, habitué à observer les moindres détails sur la piste, ne manqua pas de remarquer cet échange ni le léger changement d'attitude de Diabaté. « Tout est prêt pour votre discours, monsieur le président », annonça Diabaté en s'approchant de Traoré, interrompant sa conversation avec Bolt. « Il serait peut-être temps de revoir vos notes une dernière fois avant de monter sur scène. » Traoré acquiesça et s'excusa auprès de Bolt. « Nous poursuivrons cette discussion après les discours. J'ai plusieurs idées concernant des programmes sportifs pour notre jeunesse, sur lesquels j'aimerais avoir votre avis. » Resté seul, Bolt observa les allées et venues du personnel et des officiels. Quelque chose le troublait, sans qu'il puisse exactement définir quoi. Une semaine plus tôt, lors d'une compétition au Kenya, il avait discuté avec un entraîneur burkinabé qui lui avait parlé des tensions politiques dans la région et des risques permanents de déstabilisation. « Les menaces peuvent venir de l'extérieur », lui avait dit l'entraîneur. « Mais les plus dangereuses sont souvent celles qui viennent de l'intérieur. » Ces paroles lui revinrent en mémoire, alors qu'il observait Diabaté s'éloigner à nouveau, téléphone collé à l'oreille, le visage tendu. Un pressentiment étrange s'empara de Bolt. Quelque chose ne tournait pas rond dans l'atmosphère apparemment festive de ce forum. Sur scène, les préparatifs pour le discours de Traoré s'achevaient. Les techniciens vérifiaient une dernière fois les micros et les lumières.
Des agents de sécurité prenaient position à des endroits stratégiques de la salle. Le public s'installait, impatient d'entendre le jeune leader charismatique qui avait promis de transformer son pays. Bolt décida de rester vigilant. Le discours d'Ibrahim Traoré commença avec force. Sa voix résonnait dans l'auditorium, captivant immédiatement l'audience par son intensité et sa conviction. L'Afrique n'a pas besoin de tuteurs, mais de partenaires, déclara-t-il sous les applaudissements nourris. Notre continent regorge de ressources et de talents. Notre jeunesse est prête à relever les défis du monde moderne, tout en préservant notre identité et notre souveraineté. Depuis son siège au premier rang, Usain Bolt écoutait attentivement, mais son attention était également attirée par les mouvements autour de la salle. Il remarqua un homme d'âge moyen assis 3 rangées derrière lui, manipulant frénétiquement son téléphone portable, l'air agité. Leurs regards se croisèrent brièvement, avant que l'homme ne détourne les yeux. Dans une rangée latérale, un autre individu semblait communiquer discrètement par geste avec quelqu'un près d'une sortie de secours. Ses comportements pouvaient paraître anodins, mais l'accumulation de détails inhabituels mettait Bolt mal à l'aise. Sur scène, Traoré poursuivait son discours passionné sur l'unité africaine et la nécessité de réformes économiques profondes. Nous ne pouvons plus accepter d'être les simples fournisseurs de matières premières pour les économies occidentales. Il est temps que nos richesses servent d'abord à développer nos propres pays. Cette déclaration fut accueillie par une nouvelle salve d'applaudissements. Bolt remarqua cependant que Moussa Diabaté venait de quitter discrètement sa place au bord de la scène pour se diriger vers une porte latérale. Il échangea un bref hochement de tête avec un homme en costume qui disparut aussitôt dans un couloir. Inquiet, Bolt se leva et tenta de suivre Diabaté, mais 2 agents de sécurité lui barrèrent poliment le passage. « Je suis désolé, monsieur Bolt », dit l'un d'eux en français avec un fort accent. « Cette zone est réservée au personnel de sécurité et aux officiels. » « J'ai besoin de parler à quelqu'un de l'organisation, » insista Bolt. « C'est important. »« Vous pourrez le faire après la cérémonie, » répondit l'agent avec fermeté. Frustré, Bolt retourna à sa place. Il sortit son téléphone et envoya un message vocal à un contact rencontré lors d'une mission humanitaire de l'ONU en Afrique. « Robert, c'est Usain. Je suis au Forum panafricain, à Ouagadougou. Quelque chose ne va pas ici. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai le sentiment qu'une situation dangereuse pourrait se développer. Peux-tu vérifier s'il y a des informations concernant d'éventuelles menaces contre le président Traoré aujourd'hui ?» Entre-temps, un technicien du son, posté près de la régie, ajustait nerveusement ses écouteurs. Il fit signe à un collègue, pointant son équipement avec une expression préoccupée. « Il y a des interférences étranges sur la fréquence de la sécurité présidentielle, » chuchota-t-il. Quelqu'un brouille les communications. Bolt surprit cet échange et ses soupçons s'intensifièrent. Il se leva à nouveau et tenta d'attirer l'attention d'un membre de l'organisation, mais tous semblaient absorbés par le déroulement du forum. À l'extérieur du bâtiment, par les grandes baies vitrées, plusieurs véhicules militaires venèrent de se garer. Des hommes en uniforme en descendaient, certains portant des armes. Cette présence militaire pouvait être normale pour assurer la sécurité d'un chef d'État. Mais le timing et les mouvements coordonnés semblèrent suspects. Bolt parvint finalement à approcher une jeune femme portant un badge d'organisatrice. « Excusez-moi, mademoiselle », dit-il doucement pour ne pas attirer l'attention. « Je crois qu'il y a un problème de sécurité. J'ai remarqué des comportements suspects. » La jeune femme l'interrompit avec un sourire poli mais ferme. « Tout est sous contrôle, monsieur Bolt. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez les adresser aux responsables de la sécurité après l'événement. » Il était clair qu'elle ne prenait pas ses inquiétudes au sérieux. Après tout, que connaissait un athlète jamaïcain aux questions de sécurité dans un pays africain? Sur son téléphone, Bolt reçut une réponse de son contact à l'ONU. Aucune alerte spécifique concernant le Burkina Faso aujourd'hui, mais la situation reste volatile dans la région. Des mouvements de troupes non autorisés ont été signalés dans certaines zones. Reste prudent et tiens-moi informé. Cette information renforça les craintes de Bolt. Il devait trouver un moyen de parler directement au président Traoré. Mais comment l'approcher avec toute la sécurité qui l'entourait? Un détail attira soudain son attention. La porte, latérale du bâtiment normalement gardée, était momentanément sans surveillance, les agents s'étant déplacés pour accueillir les officiers arrivant en renfort.
C'était peut-être sa chance d'accéder aux coulisses. Pendant ce temps, dans une salle à l'arrière du bâtiment, Moussa Diabaté parlait à voix basse avec 3 officiers militaires n'appartenant pas à la garde rapprochée habituelle du président. « Tout est en place », dit l'un d'eux. Les unités loyales au général Idrissa Ouedraogo ont pris position autour de la radio nationale et du palais présidentiel. Dès que vous donnerez le signal, nous interviendrons ici. Diabaté hocha la tête. N'oubliez pas, le président doit être capturé vivant. Nous avons besoin de lui pour légitimer la transition. Ensuite, il sera escorté hors du pays. Et s'il résiste ? Demanda un autre officier. Le regard de Diabaté se durcit. Faites ce qui est nécessaire, mais discrètement. Nous ne voulons pas créer un martyr. Profitant de ce moment d'inattention des gardes, Usain Bolt se glissa rapidement vers la porte. Son esprit calculait chaque mouvement comme s'il préparait une course olympique. La différence était qu'ici, l'enjeu dépassait largement une médaille d'or. Un jeune technicien qu'il avait reconnu l'interpella discrètement. « Monsieur Bolt, vous ne pouvez pas aller par là. »« J'ai besoin de voir le président », répondit Bolt à voix basse. « C'est une question de vie ou de mort. » Le jeune homme hésita, impressionné par la présence et la détermination du célèbre athlète. « Suivez-moi », dit-il finalement. « Je connais un accès aux loges par les coulisses techniques. » Ils empruntèrent un couloir étroit, habituellement utilisé par les équipes techniques pour accéder rapidement aux différentes parties du bâtiment. L'odeur de câbles neufs et de peinture fraîche imprégnait l'air. Des boîtiers électriques et des panneaux de contrôle jalonnaient le parcours. « Je m'appelle Adama », chuchota le technicien. « J'étais au lycée quand vous avez battu le record du monde à Pékin. Vous êtes mon héros. » Bolt lui adressa un sourire reconnaissant mais resta concentré. « Adama, sais-tu où se trouve le président maintenant ?»« Dans la salle de repos, juste derrière la scène. Il prend toujours une pause entre les segments du programme. Il y a 2 gardes devant la porte. Peux-tu me faire entrer ?» Adama réfléchit un instant. « Je peux essayer. Les gardes me connaissent. Je m'occupe des équipements radio du président. » Ils arrivèrent bientôt à proximité de la salle en question. Comme prévu, 2 soldats robustes en gardaient à l'entrée. Adama avança vers eux avec assurance. « J'ai un problème avec le micro-cravate du président, » dit-il en montrant l'équipement qu'il portait. « Il faut que je le règle avant qu'il retourne sur scène. » Les gardes se consultèrent du regard et l'un d'eux désigna Bolt. « C'est mon assistant, » improvisa Adama. « Le président a demandé à parler à M. Bolt en privé après son discours. Il peut l'attendre à l'intérieur pendant que je règle le problème technique. » Les gardes semblèrent hésiter, mais le nom et la notoriété de Bolt jouèrent en leur faveur. L'un d'eux ouvrit la porte permettant aux 2 hommes d'entrer. Ibrahim Traoré était assis à une petite table, consultant des notes pour la suite de son intervention. Il leva les yeux, surpris par cette intrusion. « Monsieur Bolt, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Monsieur le Président, pardonnez cette intrusion, commença Bolt. Mais je dois vous parler en privé. C'est urgent et extrêmement important. » Traoré considéra un instant la situation, puis fit signe à Adama de les laisser seuls. Une fois la porte refermée, il invita Bolt à s'asseoir. « Je vous écoute, monsieur Bolt. »« Je crois qu'un coup d'État est en cours, » déclara Bolt sans détour. « Sans détour. J'ai observé des comportements suspects depuis mon arrivée. Votre conseiller, Moussa Diabaté, semble impliqué. » Le visage de Traoré resta impassible, mais une lueur d'inquiétude traversa son regard. « Ce sont des accusations très graves, monsieur Bolt. Avez-vous des preuves ?»« Pas de preuves concrètes, » admit Bolt, « mais j'ai intercepté des regards, des gestes, des communications discrètes qui ne trompent pas. Il y a 3 semaines, lors d'une compétition au Kenya, j'ai surpris une conversation entre 2 hommes parlant français, avec un accent burkinabé. Ils mentionnaient un changement silencieux prévu pour bientôt. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention, mais aujourd'hui, tout s'assemble. » Traoré l'écoutait attentivement, son expression devenant de plus en plus grave. « Ils ont parlé d'une taupe proche du lion. Je suppose que c'est vous, le lion. » Et le nom de Diabaté a été mentionné, accompagné de celui d'un certain général Ouedraogo. À l'évocation de ce nom, Traoré se raidit visiblement. Le général Idrissa Ouedraogo était un officier supérieur qui avait manifesté son mécontentement
face à certaines décisions présidentielles récentes, notamment concernant les alliances internationales. Monsieur Bolt, dit Traoré, lentement, si ce que vous me dites est vrai, nous sommes en grave danger. Moussa est mon plus proche conseiller depuis que j'ai pris le pouvoir. Il a accès à toutes les informations sensibles, tous les plans de sécurité. Je ne prétends pas connaître les subtilités de la politique burkinabé, répondit Bolt. Mais mon instinct m'a rarement trompé. Quelque chose se prépare, et cela va se produire aujourd'hui, pendant ce forum. Traoré semblait maintenant pleinement convaincu. Il sortit un téléphone satellite de sa poche, un appareil que même Diabaté ne connaissait pas, et composa rapidement un numéro. Colonel Yahya Konaté, c'est le président. Code Naba, je répète, code Naba. Pas de question, exécution immédiate. Il raccrocha et se tourna vers Bolt. J'ai activé une procédure d'urgence connue uniquement de quelques officiers absolument loyaux. Si Diabaté et ses complices tentent quelque chose, ils auront une surprise. Que pouvons-nous faire? Maintenant? Demanda Bolt. D'abord, vérifiez si vos soupçons sont fondés. Traoré se dirigea vers un ordinateur portable posé sur la table. Ceci est connecté au système de surveillance du bâtiment. Voyons où se trouve Diabaté en ce moment. Ils parcoururent rapidement les différentes caméras de sécurité. Sur l'une d'elles, ils aperçurent Diabaté entouré de 3 hommes en uniforme militaire dans une salle de conférence annexe. Leurs gestes mais leur attitude ne laissaient aucun doute sur la nature de leur conversation. « Vous aviez raison », murmura Traoré, le visage fermé. Il appuya sur quelques touches pour activer le son de la caméra. La voix de Diabaté parvint, claire et glaçante. « Dès que le président reviendra sur scène, les hommes du général sont en position. Le blocage des communications officielles commencera dans 10 minutes. » Traoré éteignit l'écran, son visage reflétant à la fois la colère et la détermination. « Monsieur Bolt, je ne sais pas comment vous remercier. Vous venez probablement de sauver non seulement ma vie, mais aussi la stabilité de mon pays. »« Que comptez-vous faire ?» demanda Bolt. « Continuez comme si de rien n'était, » répondit Traoré avec un calme surprenant. « Je vais retourner sur scène et terminer mon discours pendant que mes hommes loyaux neutraliseront les traîtres. Si Diabaté et ses complices voient que leur plan est découvert, ils pourraient devenir imprévisibles et mettre en danger les civils présents. » Il se leva et ajusta son uniforme. Diabaté et ses complices seront arrêtés discrètement. Personne dans le public ne saura ce qui se passe avant que tout soit sous contrôle. Avant de quitter la pièce, Traoré serra fermement la main de Bolt. « L'Afrique n'oubliera jamais ce que vous avez fait aujourd'hui. » Bolt hocha la tête, conscient d'avoir joué un rôle dans quelque chose qui dépassait largement le cadre sportif. Fidèle à sa stratégie, Ibrahim Traoré regagna la scène sous les applaudissements de l'audience, qui ignorait tout du drame, se jouant en coulisses. Son visage ne trahissait rien des émotions intenses qui l'habitaient. Usain Bolt reprit sa place au premier rang, observant discrètement les mouvements autour de la salle. Dans les minutes qui suivirent, des soldats en civil, membres de l'unité spéciale activée par Traoré, infiltrèrent méthodiquement le bâtiment. Ils se positionnèrent stratégiquement, identifiant et surveillant les complices potentiels de Diabaté. « Chers compatriotes africains, » commença Traoré d'une voix ferme, « nous parlions de souveraineté et d'unité, mais ces valeurs reposent sur un pilier fondamental, la loyauté. La loyauté envers nos peuples, envers nos principes, envers notre vision commune d'une Afrique forte et indépendante. » Ces paroles résonnaient dans la salle tandis que, discrètement, le colonel Yahya Konaté et ses hommes encerclèrent la salle de conférence où Diabaté et ses complices poursuivaient leurs préparatifs, inconscients que leur complot avait été découvert. La trahison, poursuivit Traoré, donnant inconsciemment un indice de la situation aux spectateurs attentifs, est le poison qui a trop longtemps affaibli nos nations, des leaders manipulés par des intérêts étrangers, des élites corrompues préférant leur enrichissement personnel au développement de leur pays. Au même moment, dans un mouvement parfaitement coordonné, les hommes du colonel Konaté firent irruption dans la salle où se trouvaient les conspirateurs. La surprise fut totale. Diabaté tenta de saisir son arme, mais fut immédiatement maîtrisé. « Moussa Diabaté, » déclara le colonel Konaté, « vous êtes en état d'arrestation pour haute trahison et complot contre la sûreté de l'État. » Le visage de Diabaté se décomposa. « Comment ?
Vous avez sous-estimé la vigilance de certaines personnes, répondit simplement le colonel. Pendant ce temps, d'autres unités loyales au président neutralisaient les soldats impliqués dans le complot, positionnés autour du bâtiment. Les communications entre les conspirateurs ayant été coupées, beaucoup se rendirent sans résistance, comprenant que leur plan avait échoué. Sur scène, Traoré poursuivait son discours, montant progressivement en intensité. Il parlait, désormais de vigilance et de résilience, des qualités que le peuple burkinabé avait dû développer face aux multiples défis sécuritaires et politiques. Notre jeunesse doit rester alerte, insistait-il. Dans un monde où les menaces évoluent constamment, où les ennemis de notre souveraineté adoptent des visages amicaux et des discours séduisants, nous devons cultiver un esprit critique et une détermination inébranlable. L'audience, électrisée par ces paroles qui semblaient particulièrement pertinentes, applaudissait avec enthousiasme, inconsciente que ces mots résonnaient avec une situation bien réelle qui venait d'être déjouée. Dans les coulisses, Diabaté et ses complices principaux étaient discrètement escortés vers des véhicules qui les attendaient à l'arrière du bâtiment. Le colonel Konaté veillait personnellement à ce que l'opération reste invisible pour le public et, les médias présents, Bolt observait tout cela avec un mélange de soulagement et d'incrédulité. Jamais il n'aurait imaginé jouer un tel rôle dans des événements politiques de cette ampleur. Son intuition, développée au fil des années de compétition, de haut niveau, lui avait permis de détecter les signaux subtils qui trahissaient le complot. Lorsque Traoré termina son discours, la salle se leva pour une ovation debout. Le jeune président salua la foule, puis quitta la scène sous les applaudissements nourris. Dans les coulisses, il fut immédiatement rejoint par le colonel Konaté, qui lui fit un rapport succinct de la situation. Tous les principaux conspirateurs ont été arrêtés, Monsieur le Président. Nous avons également intercepté des unités militaires qui se dirigeaient vers la radio nationale et le palais présidentiel. Le général Idrissa Ouedraogo a été appréhendé à son domicile alors qu'il s'apprêtait à fuir. Traoré hocha la tête, le visage grave mais soulagé. Excellent travail, colonel. Assurez-vous que tous soient détenus dans des lieux séparés pour les interrogatoires. Je veux connaître l'étendue exacte de ce complot et ses ramifications internationales éventuelles. Il se tourna ensuite vers Bolt, qui attendait à l'écart. Monsieur Bolt, je vous invite à me rejoindre dans mon bureau. Nous avons beaucoup à discuter. 1 heure plus tard, dans un bureau sécurisé du palais présidentiel, Traoré et Bolt étaient assis face à face. La tension des événements précédents commençait à s'estomper, laissant place à une réflexion plus posée. « Comment? Avez-vous su ?» demanda Traoré. « Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de ce complot ?» Bolt sourit légèrement. « Dans ma carrière, j'ai appris à lire les micro-expressions, à sentir la tension chez mes adversaires. C'est devenu une seconde nature. Aujourd'hui, ces compétences ont servi un but bien différent. Le destin est parfois étrange, réfléchit Traoré. Qui aurait imaginé que le plus grand sprinter de l'histoire serait celui qui déjouerait un coup d'État au Burkina Faso? La vie nous place parfois dans des situations inattendues, répondit Bolt. L'important est d'être prêt à agir quand le moment l'exige. Traoré resta pensif. Vous avez dit une vérité profonde, monsieur Bolt. Dans ma carrière militaire puis politique, j'ai souvent constaté que le courage ne consiste pas seulement à affronter un danger connu, mais aussi à reconnaître et confronter les menaces cachées. Il se leva et se dirigea vers une vitrine où étaient exposés plusieurs objets traditionnels burkinabés. Il en sortit un médaillon en or sculpté, représentant un masque traditionnel entouré de symboles complexes. Ceci est une décoration, rare, réservée aux grands défenseurs de notre nation. Aujourd'hui, vous avez mérité de la recevoir, non pas pour vos exploits sportifs, mais pour votre acte de bravoure civile. Bolt accepta l'honneur avec humilité. Je n'ai fait que ce que tout citoyen conscient aurait dû faire. C'est précisément ce qui fait la différence, répondit Traoré. Trop de gens voient sans observer, entendent sans écouter. Votre vigilance a sauvé des vies et préservé la stabilité de notre jeune démocratie. Un photographe officiel fut appelé pour immortaliser ce moment. L'image de Traoré remettant la médaille à Bolt symboliserait une nouvelle forme d'alliance entre le sport et la politique, basée non pas sur la propagande, mais sur des valeurs partagées, de vigilance et d'intégrité. Les jours suivants marquèrent durablement l'histoire du Burkina Faso, et par extension celle de l'Afrique de l'Ouest.
Fidèle à ses principes de transparence, Ibrahim Traoré décida de révéler au peuple la vérité sur la tentative de coup d'État déjoué. Dans une allocution télévisée solennelle, le président s'adressa directement aux Burkinabés. « Chers compatriotes, notre jeune démocratie a failli être renversée par des individus qui prétendèrent servir vos intérêts. Moussa Diabaté, en qui j'avais placé ma confiance, complotait avec des officiers corrompus pour prendre le pouvoir et replacer notre pays sous influence étrangère. Des preuves irréfutables furent présentées au public, communications interceptées, témoignages des conspirateurs arrêtés, documents compromettants trouvés lors des perquisitions. L'ampleur du complot stupéfia la nation. Les principaux médias internationaux relayèrent l'information, soulignant le rôle inattendu, mais crucial, d'Usain Bolt dans cette affaire. Sans la vigilance et le courage d'un invité étranger, ce coup d'État aurait pu réussir, admit humblement Traoré. Cet événement nous rappelle que nous devons rester constamment vigilants, que la souveraineté se défend chaque jour. Une cérémonie officielle fut organisée au palais présidentiel pour honorer Usain Bolt. Devant les caméras du monde entier et les représentants de plusieurs nations africaines, l'ancien sprinter reçut la citoyenneté d'honneur du Burkina Faso et fut nommé héros de la nation. Une distinction rarement accordée à un étranger. « Je suis profondément touché par cet honneur », déclara Bolt lors de cette cérémonie. « Je n'ai pas couru ce jour-là, mais c'était peut-être la course la plus importante de ma vie. Elle ne m'a pas valu une médaille olympique, mais quelque chose de bien plus précieux. La certitude d'avoir contribué à préserver la stabilité d'une nation et potentiellement sauver des vies. » Son discours, empreint d'humilité et d'émotion sincère, résonna auprès de millions de jeunes Africains. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #BandergaBoltero devint viral, accompagné de messages célébrant son action et appelant la jeunesse africaine à s'engager pour la défense de la démocratie. Diabaté, quant à lui, fut traduit en justice avec ses complices. Lors d'un procès public retransmis en direct à la télévision nationale, il reconnut sa culpabilité et révéla l'implication de puissances étrangères intéressées par les ressources minières du pays. « J'ai trahi mon président et mon pays », admit-il, le visage marqué par la honte. « L'appât du gain et des promesses de pouvoir m'ont aveuglé. Je demande pardon au peuple burkinabé, même si je sais que certaines trahisons sont impardonnables. » Ces révélations suscitèrent une vague d'indignation populaire, mais aussi une prise de conscience collective sur les vulnérabilités persistantes des jeunes démocraties africaines face aux ingérences extérieures. Tirant les leçons de cette expérience, Traoré mit en place un programme national de défense civile, baptisé « Vigilance citoyenne ». Cette initiative encourageait les citoyens ordinaires à signaler les comportements suspects et les tentatives de déstabilisation, créant un réseau de protection civile complémentaire aux forces de sécurité conventionnelles. La sécurité nationale n'est pas seulement l'affaire des militaires, expliqua-t-il lors du lancement du programme. Chaque citoyen peut et doit contribuer à la protection de nos institutions. Comme nous l'a démontré Usain Bolt, parfois un simple regard attentif peut sauver une nation. Des structures similaires furent rapidement adoptées par d'autres pays de la région, créant un effet domino positif. Les chefs d'État, du Mali, du Niger et de la Guinée, exprimèrent leur intérêt pour ce modèle de participation citoyenne à la sécurité nationale. Quelques mois après ces événements, Bolt retourna au Burkina Faso pour inaugurer un centre sportif pour la jeunesse, financé par sa fondation. Lors de cette visite, il fut accueilli comme un membre de la famille par des milliers de jeunes burkinabés enthousiastes. « Le sport m'a appris la discipline, la persévérance et l'observation », déclara-t-il aux jeunes rassemblés autour de lui. Ces qualités ne sont pas seulement utiles sur une piste d'athlétisme, mais dans tous les aspects de la vie. Chacun de vous a le potentiel de faire une différence, d'être un champion à sa manière. Le centre sportif, baptisé Complexe Usain Bolt, devint rapidement un lieu emblématique, combinant formation sportive et éducation civique. Des milliers de jeunes y apprirent non seulement à développer leurs talents athlétiques, mais aussi à devenir des citoyens conscients et engagés. Un documentaire intitulé « La course invisible, comment Usain Bolt a sauvé une démocratie » fut produit par une chaîne internationale, relatant en détail les événements de cette journée historique. Diffusé dans plus de 70 pays,
Il contribua à sensibiliser le public mondial aux défis complexes auxquels font face les jeunes démocraties africaines. Lors de la première du film à Ouagadougou, Traoré et Bolt partagèrent la scène, symbolisant une alliance improbable mais puissante entre sport et politique. L'histoire que nous partageons, Monsieur Bolt et moi, nous rappelle que le destin emprunte parfois des chemins inattendus, philosopha Traoré. Un athlète jamaïcain et un militaire burkinabé, réunis par les circonstances pour défendre des valeurs universelles de liberté et de souveraineté. Bolt ajouta « Cette expérience m'a profondément transformé. Elle m'a montré que nos compétences, quelles qu'elles soient, peuvent servir des causes qui nous dépassent. J'étais venu au Burkina Faso pour inspirer la jeunesse par mes exploits sportifs. Je repars inspiré par la résilience et la détermination du peuple burkinabé. » Dans les années qui suivirent, cette histoire devint un symbole puissant de vigilance citoyenne et de solidarité internationale. Elle fut intégrée au programme scolaire de plusieurs pays africains, enseignant aux nouvelles générations l'importance de rester vigilants face aux menaces contre la démocratie. L'amitié entre Traoré et Bolt perdura, transcendant les barrières culturelles et géographiques. Ils continuèrent à collaborer sur divers projets visant à promouvoir la gouvernance démocratique et le développement par le sport en Afrique. Quant à Diabaté, après avoir purgé une partie de sa peine, il consacra le reste de sa vie à sensibiliser les jeunes aux dangers de la corruption et de la trahison. Son témoignage, aussi douloureux soit-il, devint un puissant outil pédagogique sur les conséquences dévastatrices des choix motivés par l'avidité et l'ambition personnelle. L'histoire de cette tentative de coup d'État déjoué est aujourd'hui connue bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Elle rappelle que parfois, les héros émergent des endroits les plus inattendus et que la vigilance d'un seul individu peut changer le cours de l'histoire d'une nation entière. Comme l'a écrit un journaliste dans son analyse de ces événements, dans un monde où la vitesse est souvent synonyme de superficialité, Usain Bolt nous a montré qu'elle peut aussi s'allier à la profondeur du regard et à l'acuité de l'observation. Sa plus grande victoire n'a pas été remportée sur une piste d'athlétisme, mais dans les couloirs d'un centre de conférence, où le destin d'une nation s'est joué en quelques heures décisives.